Ok, alors, très bien. Donc, le titre, début de cette journée, la cure de Pâques, une application des idées de Winnicott en clinique psychiatrique. Je vous remercie pour l'élogieuse présentation. Et alors, il s'agit, ce titre, une bonne partie d'entre vous le savent, mais peut-être pas tous quand même. C'était ma thèse pour le titre de docteur en médecine, qui était supervisée par le professeur Christian Müller, et c'était en 1981. Donc, ça ne nous rajeunit pas, en tout cas pas moi. Et cette thèse, dont je vais un peu vous parler maintenant, vous pouvez la trouver sur mon site. Et vous pouvez la télécharger extrêmement facilement, ce qui veut dire que s'il y a des choses qui vous échappent maintenant, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous, et donc pas de souci, vous pouvez écouter tranquillement. Je m'excuse peut-être vis-à-vis d'une partie du public qui va entendre des choses qu'il connaît déjà très bien. Et puis peut-être que ce sera pour eux un peu trop élémentaire ce que je vais dire, et pour d'autres qui connaissent, peut-être qu'il y a une partie de vous qui ne connaissez pas encore très bien les Pâques ou qui ne connaissez pas extrêmement bien cette technique et les réflexions psychanalytiques qu'on peut avoir autour. Pour eux, ce sera peut-être un peu compliqué. Alors donc, j'espère que je ne vais pas faire trop de mécontents avec ce que je vais vous dire, parce que c'est vrai qu'on pourrait... J'aurais envie de faire une ou deux considérations plus actuelles sur l'expérience thérapeutique des Pâques, 30 ans après ce que j'avais écrit à l'époque, et donc pratiqué, bien entendu. Comme vous pouvez voir aussi, là il y a deux ou trois petites choses que je vous explique. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais j'ai essayé de faire un fond qui passe du bleu au rouge, parce que le Pâques commence par être froid et il se réchauffe. Voilà, donc une petite allusion. Et puis, bon, vous avez reconnu en passant déjà sur les premières diapos la photo de Winnicott, une photo de Winnicott, disons. Alors, je vais parler en trois, il y aura trois parties dans ce que je vais vous dire. La première, vu que je commence la journée et que je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes familiarisé avec la pratique des Pâques, je fais un petit rappel, qu'est-ce qu'un Pâques? Je pense que c'était indispensable de le faire en étant le premier intervenant. Maintenant, les intervenants suivants vont peut-être compléter ce tableau aussi dans la description un peu pratique du Pâques. Et puis, la deuxième partie, c'est une présentation un peu rapide, évidemment, avec peut-être que j'utiliserai les mots que j'utiliserai plus maintenant, de ce qu'il y avait dans ma thèse. Qu'est-ce que je disais dans ma thèse à propos de la compréhension winnicottienne des Pâques. Et puis une dernière partie qui va au fond se glisser, puis on verra le temps qui reste à disposition, donc c'est un peu, on peut moduler ce que je vais vous dire sur qu'est-ce que je pourrais en dire maintenant comme psychanalyste, donc une observation qui est peut-être légèrement en surplomb par rapport à la partie numéro 2. Alors, j'espère que pour vous, cette structure, ça vous paraît relativement clair, enfin vous allez voir. Donc, première partie, qu'est-ce qu'un Pâques? Alors, une citation de Winnicott, il y en aura deux ou trois quand même, puisque dans ma thèse, c'était l'auteur de référence en particulier, et une phrase que certains d'entre vous connaissent bien, à ses débuts, le bon environnement psychologique est un environnement physique. Alors, ça c'est la photo du programme qui représente un Pâques avec une patiente enveloppée et puis un thérapeute à ses côtés. On ne dit pas les noms.
Bon, alors, j'ai retrouvé aussi un dessin que j'avais fait pour une ancienne conférence sur les packs, qui schématisait évidemment le setting, comme vous pouvez voir, avec une description relativement simple, puisque c'était enveloppement, 2 être avec et 3 dégagement. Bon, dit comme ça, le pack, c'est assez simple. On va quand même entrer un tout petit peu plus dans les détails. Et alors là, vous arriverez peut-être pas à lire tout à fait jusqu'au fond. Il y a une ou deux de mes dias qui sont un peu trop serrés comme ça, je sais. C'est des descriptifs que j'avais et que j'ai mis sous forme de PowerPoint. Alors de temps en temps, il y a un peu trop de choses. Je vais essayer de vous les simplifier en parlant. Donc, qu'est-ce qu'un pack? Définition, c'est ce qui est marqué là, une approche psychocorporelle dérivée de l'hydrothérapie utilisée à des fins thérapeutiques pour des patients présentant des décompensations psychiatriques sévères et ou invalidantes. Définition. Bon. Technique. Il s'agit d'envelopper le patient dans des draps et des linges humides et glacés, qui se réchauffent progressivement par la chaleur du corps du patient et procurent ainsi un sentiment de bien-être au moins équivalent à celui d'un bain chaud. La séance dure de 45 minutes à 1 heure. Les soignants, habituellement 2 personnes, demeurent aux côtés du patient. Parole et ou silence. Technique de base, peut-être qu'il y aura des variations dans les discussions qui vont suivre dans la journée. Objectif, il y a un objectif de contention, perception intensive en vue d'une réunification psychocorporelle. Je vais revenir évidemment un peu sur ces termes en parlant de Winnicott, dans des cas de désorganisation somatopsychique grave. Deuxième objectif, détente, ce qui peut être visé dans un deuxième temps et ne s'obtient que progressivement. Troisième, une aide au réinvestissement corporel. Quatrième, une réorganisation psychosomatique. Donc vous voyez que le corps ne disparaît pas, bien sûr. Le mode d'action du PAC. La réaction corporelle provoquée et l'utilisation d'un médium, c'est l'enveloppement, permettent l'établissement d'une relation de soins de type transitionnel. Là aussi, je vais revenir là-dessus, expliquer un peu plus pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la pensée de Winnicott. La cure peut ainsi prendre une fonction psychothérapeutique. Indication, des patients gravement perturbés, habituellement psychotiques ou borderline, avec lesquels l'entrée en relation verbale est problématique, soit dans le cadre hospitalier, soit dans un cadre intermédiaire, exemple du centre de crise, ou ambulatoire. À noter que l'utilisation des PAC permet habituellement de réduire la médication, neuroleptique en particulier. Cette technique est utilisée principalement pour les adultes, mais elle l'est aussi pour les enfants, même petits, et les personnes âgées. Et ça, on aura l'occasion d'en parler au cours de la journée, je pense. Ce que je vais dire moi, vu que je suis resté psychiatre, et psychothérapeute et psychanalyste d'adultes, ça concerne plus les adultes, mais je pense que après en avoir discuté avec beaucoup de collègues, on peut probablement généraliser sans trop de difficultés. Alors, déroulement, il existe plusieurs types de cures, les plus fréquentes étant la cure dite de contention, avec une série de PAC quotidiens pendant une période limitée dans les moments de désorganisation extrême. Important, il faut garder la plus grande permanence possible de soignants, peu nombreux et toujours les mêmes, même si on fait ce setting intensif et journalier. Un peu difficile, enfin ceux qui travaillent en institution
connaissent bien ce type de problème. La cure plus classique, qui comprend 2 à 3 packs par semaine sur une durée qui peut s'étendre sur plusieurs mois, pouvant par exemple commencer en hôpital et se poursuivre en ambulatoire. Une chose importante, la construction de la relation avec 2 thérapeutes mérite alors une supervision des éléments psychothérapeutiques mis en jeu. Voilà, si vous voulez, ça c'est une description, on pourrait dire, au plus près d'une réalité technique, pratique, avec quelques ouvertures sur ce que j'aimerais aborder maintenant après vous avoir décrit les packs. J'espère que ceux d'entre vous qui n'étaient pas familiers peuvent se faire une idée de la façon dont ça se passe et que ceux qui en pratiquent encore ne trouvent pas que c'est trop déformé par rapport à ce qu'ils font. Alors, c'est la fin de la première partie. Alors, j'ai un petit problème avec le... Ça n'avance plus, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je n'arrive plus à avancer dans mon PowerPoint. Non, c'est pas celui-ci, non. Alors, je vais essayer comme ça. Voilà. Voilà, j'ai fait à la main. Ça marche. Donc, deuxième partie. Que disais-je dans ma thèse à propos de la compréhension winnicottienne des packs? Alors, de nouveau Winnicott. Et là, j'ai retrouvé dans la même série des transparents sur les points que j'avais relevés. Donc je ne parlerai pas de l'histoire, parce que ça c'est quelque chose qui va être abordé par Dr Alberne en particulier. Et donc il y aura des choses que nous allons revoir ensemble tout à l'heure. Et je vous parle vraiment de la référence théorique principale, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet... Enfin, c'est en tout cas une des façons de comprendre ce qui se passe dans un pack, et en particulier la fonction thérapeutique du pack. Alors, premier point, l'état de régression comme indication. Deuxième point, le holding. Troisième point, les phénomènes transitionnels. Quatrième point, le sevrage. Ça va pas trop vite, ça va. Jusqu'à maintenant. Enfin, je parle évidemment pour certains, ça va trop lentement, mais... Donc, l'état de régression comme indication, premier point. Une citation de Winnicott, avec le patient régressé, le terme de désir n'est pas exact. Il faut utiliser à la place celui de besoin. Si un malade régressé a besoin de quiétude, on ne peut rien faire hormis la lui donner. Je vous dirais que cette phrase continue pour moi d'être une citation importante à laquelle je pense régulièrement dans mon travail clinique en dehors des packs. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus dans la troisième partie, mais comme psychanalyste, je pense constamment, enfin en tout cas très régulièrement, à ce point de vue de Winnicott sur la régression. Et peut-être que là, on pourra distinguer entre différents états de régression, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Voilà un patient en besoin de PAC. Il aurait peut-être besoin d'être enveloppé. Théorie de la régression, selon Winnicott, pour ceux d'entre vous qui connaissez ou qui ne connaissez pas encore, la question du gel et du dégel.
la régression à un état de dépendance peut prendre place dans le cadre du traitement comme moyen de revivre un traumatisme que le patient n'a pas encore vraiment vécu car il n'a pas pu en inscrire psychiquement l'expérience. C'est la question de la trace. Alors, ça donne le sens de la régression pour Winnicott. Et comme je viens de vous lire cette phrase, peut-être que je l'explicite un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est une théorie traumatique. Ça veut dire qu'un certain nombre de choses se passent pour nos patients, mais pour nous aussi, qui sont des traumatismes, et le plus souvent des traumatismes infantiles. Que se passe-t-il ensuite? Ce traumatisme est bloqué sans pouvoir être vécu vraiment. Et alors, cet élément reste à l'intérieur du psychisme comme source d'une pathologie future. Et quand nous trouvons nos patients, nous nous trouvons avec un patient traumatisé qui ne sait peut-être même pas qu'il l'a été et dont nous ignorons à peu près tout. Mais cet élément de traumatisme bloque l'évolution et produit les symptômes. Je suis un peu schématique, mais enfin, je pense que vous pouvez comprendre. C'est une théorie qu'on pourrait, et Winnicott utilise plusieurs fois des images qui vont dans le sens du gel et du dégel, c'est-à-dire qu'il y a un élément gelé à l'intérieur même de la personne. Cet élément devrait pouvoir être touché par les soins de façon à se remettre en mouvement. Et dans ce sens-là, l'état de régression du patient va permettre d'atteindre cet élément gelé et de lui donner, de le remettre en mouvement, on va dire, avant de lui donner un sens. Donner un sens, ça paraît déjà très, très symbolisé et probablement qu'à la fin du processus, c'est ce qui va se passer. Donc, la régression, et quand on dit de nos patients qu'ils sont régressés, c'est la marque d'un retour à une ancienne étape du développement, par exemple à des expériences précoces souvent non verbales. Et c'est aussi pour ça que les approches psychocorporelles non verbales sont importantes. Il est très souvent difficile pour nos patients, et en particulier les plus graves, de retrouver par les mots les choses qui se sont passées, peut-être à un moment où le non-verbal de l'enfance prédominait. Ça, c'est un résumé très rapide de la théorie winnicottienne de la régression. Et donc, vous pouvez faire le pont avec les PAC. Comme le trauma a correspondu à une défaillance de l'environnement, l'environnement pour Winnicott, c'est la mère, les parents, les soins premiers. Et on va dire tout ce qu'il y a autour de l'enfant, mais dans un premier sens, c'est quand même de ça qu'il s'agit, plutôt que de l'environnement immatériel. Et alors, l'environnement thérapeutique doit prendre le relais. Et il doit être suffisamment fiable pour inspirer une vraie confiance au patient. Cet élément n'est pas complètement typique des approches corporelles ou psychocorporelles, mais enfin, il joue un rôle aussi pour ça. D'où l'intérêt, voilà, je pense que certains d'entre vous pourront me suivre facilement, d'où l'intérêt de présenter la cure de Pâques à un patient qui en aurait besoin et qui ne sait pas ce que c'est, de façon avenante, on va dire. Parce que, suivant comment... Alors maintenant, je vous ai raconté ce que c'était qu'une cure de Pâques. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ne connaissaient pas du tout. Je ne sais pas si cette présentation que j'ai faite un peu rapidement et un peu technique vous a plutôt donné envie ou pas envie. Mais c'est vrai qu'avec nos patients, nous devrions pouvoir donner envie d'entrer dans un Pâques.
Alors évidemment, si vous insistez sur l'aspect glacé de l'entrée dans le pack, peut-être que ça va décourager le patient. Si vous insistez sur le fait que ça se réchauffe et que ça devient vraiment très agréable, et que pour ça, si on fait un pack qui n'est pas froid au départ, c'est beaucoup moins bien, ça aide. Alors, ça c'est la théorie de la régression de Winnicott, et donc l'état de régression du patient peut devenir une indication à une approche corporelle, et en particulier à celle du pack. Dans le pack, l'état de régression du patient est reconnu, en plus, accepté comme base d'une éventuelle transformation. Si on enveloppe le patient, il est difficile de le faire sans faire passer en même temps la question d'une acceptation de l'état de régression. Ce qui n'est pas toujours facile dans les soins par ailleurs. Quand on fait les soins, on pourrait avoir tendance, je pense qu'il y a suffisamment de soignants et thérapeutes dans la salle, pour comprendre qu'on aurait tendance à vouloir, je ne sais pas, le stimuler, c'est peut-être un mot trop fort, mais on aimerait bien qu'il se reprenne en main. Et cette demande-là est une demande impossible pour les patients qui sont en état de régression. Et je dois vous avouer que même moi qui parle de ça depuis assez longtemps, je dois me le répéter assez souvent parce que je me rends compte que même moi, je n'accepte pas vraiment l'état de régression des patients qui s'adressent à moi. Voilà, ça c'est le premier point dont j'ai parlé dans cette thèse en référence à Winnicott. Le deuxième, sur 4. Le quatrième, je ne dirai pas grand-chose. Sur le sevrage, vous verrez, parce que c'est la fin de la cure, et je pense que c'est un sujet très important au moment où on a déjà une grande familiarité avec la cure de Pâques. À ce moment-là, la question de comment est-ce qu'on termine est importante. Mais j'insiste plus maintenant sur comment on commence, comment on le présente, et qu'est-ce qui va fonctionner. Alors, l'état de régression est une indication. Pour la cure de Pâques, le holding, on pourrait dire que c'est le principe de fonctionnement de la cure. Alors, de nouveau une citation de Winnicott, le terme de holding est choisi pour dénoter que l'on porte physiquement l'enfant, mais il désigne aussi tout ce que l'environnement lui fournit, il est déterminé par l'empathie de la mère. On voit se profiler quelque chose dont je vais vous parler encore pendant un certain temps dans ce petit exposé sur la question de la métaphore des soins maternels, qui est évidemment très présente dans le PAC tel que nous pouvons le pratiquer et le penser. Le terme de holding, je pense qu'une bonne partie de l'Assemblée sait exactement ce que c'est. On n'essaye même plus tellement de le traduire en français parce qu'on l'a adopté de Winnicott en anglais. Les quelques traductions qu'on peut utiliser de temps en temps, alors on va avancer un peu dans la définition du holding pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. On peut parler d'environnement contenant. Évidemment, c'est plus difficile à utiliser que holding. Quand on parle entre nous, holding, ça va plus vite. Et puis, la portance, parce que dans le terme de hold, il y a quelque chose de porté, justement. Et certains ont proposé le terme portance, qui n'a pas complètement pris, on va dire. Mais on pourrait se dire que ce n'est pas un mauvais terme pour parler de holding. Si vous n'aimez pas trop le franglais, on peut dire comme ça. Alors, ce holding, principe de fonctionnement du PAC et de la cure de PAC, c'est l'environnement de la préoccupation maternelle primaire, autre concept introduit par Winnicott, sur lequel j'insiste pas trop. Hein. Je vous résume une partie des idées de Winnicott. Certains d'entre vous sont peut-être extrêmement familiers avec ça, d'autres moins. Mais je ne peux pas entrer dans tous les détails pour cette conférence. À ce moment-là,
comme on l'a dit dans la citation au début, la physiologie et la psychologie sont complètement mêlées. Il n'y a pas de soins psychiques du nourrisson qui soient séparés des soins physiques. Ça va totalement ensemble, alors que peut-être qu'ensuite, on va pouvoir, au fur et à mesure que l'individu se différencie, évolue, se sépare de son environnement, devient autonome, parler un peu plus en termes de physique et psychique. Mais dans l'environnement dont nous parlons, premier, il n'y a pas de distinction. Et le holding devrait pouvoir tenir compte de ça. Donc, on ne peut pas faire du holding mental d'un côté et du holding physique de l'autre. Ça ne marche pas, cette histoire-là. D'où l'intérêt, de nouveau, des approches psychocorporelles. Dans la théorie de Winnicott, ce holding qui fonctionne, on va dire naturellement, dans un milieu suffisamment bon, et où les parents s'occupent normalement de l'enfant et où les choses vont suffisamment bien, j'utilise à dessein la terminologie winnicottienne, c'est une fiabilité non mécanique. Il ne s'agit pas du nourrissage. Vous avez entendu parler, probablement qu'on sait tous, que si on donne à manger et c'est tout, ça ne suffit pas pour vivre et se développer. Donc, il y a quelque chose qui va avec la confiance et évidemment, on va dire l'amour, terme plus psychanalytique, la libido. Il faut libidinaliser les soins et donc ça devient quelque chose d'affectif. Et on voit bien que cet élément nous concerne aussi parce que est-ce que nous pouvons soigner nos patients sans y mêler la moindre affectivité? Je pense que ça n'est pas possible. Donc, ce que nous pouvons introduire dans les soins en termes de holding comporte aussi les affects du soignant et des thérapeutes. Le holding protège des blessures et il prend en compte la sensibilité du... Alors, j'ai mis bébé en parenthèse, les références, c'est Winnicott. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Winnicott était pédiatre et psychanalyste. Il a donc une clinique et une pratique avec les enfants extraordinaire, et c'est bien en faisant un peu l'alliage entre les deux qu'il a réussi à faire sa théorie qui nous est très utile dans le domaine des soins, le domaine psychanalytique en particulier. Donc la sensibilité du bébé, mais nous, quand on traduit, on pense aux patients, la sensibilité de nos patients. Et il implique une continuité dans les soins, ce qui est en principe assuré par les parents, jour et nuit, mais il s'adapte aussi en permanence aux transformations. Et là, c'est peut-être une chose qu'on oublie un peu. Il faut être suffisamment bon, mais suffisamment bon, ça ne veut pas dire bon tout le temps. Ça veut dire qu'il y a une marge qui est laissée à l'adaptation et à l'autonomie du bébé, mais du patient en particulier. Ce holding permet la continuité du sentiment d'existence, ce qu'on va appeler la permanence du self, le self étant une instance qui a été définie justement un peu plus par Winnicott, en référence au vrai et au faux self, qui, alors bon, je ne vais pas entrer dans les considérations psychanalytiques trop compliquées, quelque chose qui englobe le moi défini par Freud dans les instances freudiennes. À l'opposé de la continuité du sentiment d'existence, on va trouver quoi? La réaction à un empiètement. Et le terme empiètement est le terme winnicottien pour parler des traumatismes de l'enfance. Et je signale en passant, pour ceux d'entre vous pour lesquels ça ne serait pas clair, que ces traumatismes peuvent être en plus ou en moins. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être exercé en trop ou en pas assez. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses en pas assez qui fonctionnent comme des traumatismes aussi. Et probablement qu'il faut garder ce double sens pour
le terme de traumatisme où on voit d'habitude plutôt les choses en plus. Ça nous évoque plus les choses en plus que les choses en moins, les choses qui manquent. Bon, là, j'ai fait un petit moment sur le holding pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop familiers avec ça. Il y a une composante plus manuelle, comme le nom l'indique, de handling, qui a aussi été définie par Winnicott. C'est la manière de prendre et de manipuler le bébé, qui fait partie intégrante du holding. Mais c'est peut-être pas mal, quand on parle des approches corporelles, de distinguer le handling du holding, enfin de le distinguer, de le reconnaître à l'intérieur de ce concept, parce que ça veut dire que la manipulation, au sens premier du terme, et pas au deuxième sens, où ça devient quelque chose de, quand on manipule les gens, c'est pas terrible, sauf quand on prend un bébé avec les mains et qu'on considère que, étymologiquement, ça s'appelle une manipulation. Alors, ça inclut le plaisir de la mère à s'occuper, à tenir son bébé. Donc, maintenant, je vous laisse faire la traduction avec les approches corporelles, avec la thérapie vous-même. Une expression de son amour pour que la psyché habite le soma. Il y a donc une personnalisation qui se fait, je dirais, de manière naturelle. Ça, c'est l'idée aussi de Winnicott, c'est que tant que les choses vont suffisamment bien, il n'y a pas besoin que les spécialistes s'en mêlent. Les spécialistes, c'est nous, et nous, on vient dans un moment où les choses ne se sont pas passées suffisamment bien, et où on a un certain nombre de moyens à disposition, on espère, pour pouvoir y remédier. Alors, comment prendre le patient, entre guillemets, c'est donc une métaphore très proche du corps, et le PAC est une manière très précise de prendre le patient. Et c'est une manière non métaphorique, comme vous voyez, parce que peut-être qu'on s'adresse à des patients chez qui la métaphore et la symbolisation ne fonctionnent pas, ou ne sont, en tout cas dans certains secteurs, complètement empêchés. Donc, en résumé de ce deuxième point, le PAC propose un holding proche du handling, puisque le corps du patient est pris en compte dans l'approche psychologique. Ça, c'est le point, c'est un des deux points principaux du fonctionnement du PAC. C'est grâce au holding que le PAC peut être thérapeutique. Et puis, le deuxième élément qui permet que cette approche psychocorporelle soit thérapeutique, c'est les phénomènes transitionnels dans le PAC. Et alors là, je fais de nouveau un rappel un peu rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Tous ceux qui connaissent, je pense qu'ils arrivent à me suivre sans problème. Les phénomènes transitionnels, avec une phrase de Winnicott, là où le jeu n'est pas possible, le jeu qui est la manière de jouer, pour Winnicott, créative, et pas le jeu organisé avec des règles, mais le jeu créatif dans la relation. Le travail du thérapeute vise à amener le patient d'un état où il n'est pas capable de jouer à un état où il est capable de le faire. Facile à dire, hein. Je dois vous avouer que là, nous les thérapeutes, on garde aussi cette phrase en mémoire et de temps en temps, ça nous pose quand même de sérieux problèmes. Alors, là j'irai assez vite, je suppose que la plupart d'entre vous connaissez l'objet transitionnel, l'objet auquel l'enfant s'attache au point d'en avoir besoin pour se calmer, hein, la poupée spéciale, le chiffon, la couverture, le pouce, ça peut être la mère, qui permet, théorie de Winnicott, la distinction entre le dedans et le dehors, en étant justement ni dedans ni dehors. C'est la première possession non-moi, selon les définitions de Winnicott, not me, et ça permet, chose fondamentale pour nous et pour nos patients qui ont un problème de ce côté-là, à faire une distinction claire entre le dedans et le dehors. Ces phénomènes, alors l'objet transitionnel se transforme en espace potentiel, c'est-à-dire une aire intermédiaire qui existe entre le bébé et l'objet primaire et la mère. Il existe une zone, on va dire une zone transitionnelle,
qui existe ou qui peut aussi ne pas exister. Justement, quand il y a des empiètements et des problèmes à ce niveau-là, on va dire que la zone transitionnelle n'a pas fonctionné. L'objet transitionnel n'a pas rempli son rôle, et là, on a, si vous voulez, des pathologies qu'on pourrait considérer comme des pathologies de la transitionnalité. Dans cet espace potentiel, quand il fonctionne, jouer, le jeu en train de se faire, c'est le playing, dit Winnicott, qui n'est pas la même chose que le game. Game est le jeu avec les règles, quand on joue aux échecs, en bougeant les pièces. Ce n'est pas ce genre de jeu dont parle Winnicott. Créer, la créativité à l'œuvre, l'expérience culturelle qui devient une extension de cette zone-là dont, nous le savons bien, les adultes ont le plus grand besoin. Donc ce n'est pas seulement les enfants. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter que c'est seulement les enfants qui ont besoin de jouer, de créer, etc. On garde la nécessité avec nous de cette zone transitionnelle. La psychothérapie et la psychanalyse en font partie, selon moi. On peut discuter. Donc, les phénomènes transitionnels, définition plus globale, ces phénomènes portent sur une dimension vitale qui n'appartient ni à la réalité interne ni à la réalité externe, mais aux deux, et qui aboutit à la symbolisation. Fonction de symbolisation que nous utilisons tous quand nous allons bien, sans problème. Les phénomènes transitionnels sont porteurs du jeu et de la créativité, et ils permettent de passer, là on revient un peu au bébé, du stade de la dépendance absolue à la dépendance relative, en s'appuyant sur l'illusion. Il y a beaucoup de termes winnicottiens dans ce que je vous raconte, et si vous êtes un peu familier, autrement vous pourriez presque me demander la définition de tous ces termes. Qu'est-ce que c'est que l'illusion? L'illusion, pour Winnicott, c'est quelque chose de totalement nécessaire, qui est une zone qu'on appellera peut-être dans un autre langage le fantasme, c'est-à-dire des choses qui permettent de penser que oui, mais on n'est pas sûr, sans que ce soit ni des hallucinations, ni des choses qui n'existent pas. La proto-symbolisation, l'utilisation de l'objet. Et ils ouvrent sur l'expérience culturelle. Alors, conclusion de cette partie où j'ai été un peu rapide, je le sais, mais je compte sur le fait que vous avez déjà entendu parler des phénomènes transitionnels. Les transformations légères observées dans les PAC, je dis légères parce que c'est pas toujours, ça crève pas toujours l'écran de voir ce que le patient a réussi à retirer d'une cure de PAC, montre un début de symbolisation à partir d'un ce qu'on pourrait appeler un proto-jeu, c'est-à-dire un embryon de jeu, quelque chose qui commence à jouer pour le patient, ou bien un entre-jeu, et là vous reconnaîtrez dans ce terme un emprunt direct que je fais à René Roussillon, qui est un autre psychanalyste bien connu, je pense, de la plupart d'entre vous, qui est aussi un grand spécialiste de Winnicott, et qui a traduit, on va dire, qui a contribué fortement, qui continue à le faire, à traduire Winnicott en français, en langage psychanalytique français, on va dire. Donc, à partir des choses où moi j'ai gardé un peu dans ce que je vous dis, parce que c'était aussi comme ça dans ma thèse, du langage plus winnicottien, traduit en français quand même, mais winnicottien. Alors, dernier point, mais sur lequel je vous ai déjà dit que je n'insiste pas maintenant. Si vous voulez dans la discussion, on peut toujours y revenir. Le sevrage. Donc ça c'est de nouveau, c'est toujours Winnicott qui joue. Il fait un squiggle avec un enfant. Je ne vous parle pas du squiggle, mais ça fait partie des approches thérapeutiques transitionnelles aussi. Et vous en avez sûrement entendu parler. Alors, le sevrage, je le formule simplement sous forme de question. Dans la thèse que vous pouvez lire, j'ai raconté un petit peu comment se termine une cure de Pâques, quels sont les problèmes qui se posent, et les choses... alors, moi, je le laisserai là, à ce stade. Après, on verra dans les 2 jours. Raymond Panchaud va reprendre ces questions demain aussi, pour le travail de la journée de demain. Quand finir, comment finir.
Et puis, peut-être un peu plus précisément, est-ce que nous savons, nous, comme une mère suffisamment bonne le sait, respecter le besoin d'autonomie du patient au bon moment? Parce que, finalement, la fin d'une cure de Pâques, c'est un peu ça. Parce que, de temps en temps, certaines cures de Pâques se terminent parce que c'est le thérapeute qui s'en va. Et puis j'ai mis quand même une variante un peu moins sympathique, mais qui nous arrive à tous, et je n'accuse personne, parce que je sais que ça me concerne aussi, quand il en a marre d'un patient. Alors, quand on en a marre, on termine. Bon, ça c'est des questions qui sont extrêmement importantes à la fin d'une cure de Pâques, comme peut-être à la fin de n'importe quelle approche thérapeutique où on a investi beaucoup. Alors, j'en arrive, et je pense que je suis encore dans les temps, tout en laissant un peu la discussion et sachant qu'on sera pas trop loin de la pause, d'après ce que j'ai compris, à une partie un tout petit peu plus ouverte et qui peut déboucher sur des questions, peut-être qui continueront à évoluer dans ces 2 jours de travail. Bon, qu'est-ce que je pourrais en dire maintenant comme psychanalyste? Je vous ai un peu raconté des choses. Bon, vous avez peut-être entendu quand même que j'ai toujours une grande affection et référence à Winnicott. J'utilise toujours Winnicott dans ma pratique et je continue de le lire et de m'en inspirer. Mais qu'est-ce que je pourrais dire maintenant pour ouvrir sur les discussions de la journée? Alors, on a des patients très différents les uns des autres, évidemment, et ça peut poser des problèmes différents. Alors, par rapport à la pratique, je vous dirais que moi, par exemple, bon, vous ne savez peut-être pas, mais dans la magnifique présentation où il y avait des tas de choses, ce que je fais maintenant, c'est que je suis psychanalyste de cabinet et je m'occupe d'un patient dans mon cabinet, adulte pour la plupart, je fais des analyses, cure-type sur le divan et des psychothérapies. Voilà. Alors je dois vous avouer que ça c'était la première chose que j'ai pensé quand Raymond Panchaud m'a demandé si j'étais d'accord d'intervenir à cette journée, c'était que le Pâques me manque. Je dois vous avouer que, en étant psychanalyste praticien de la cure de divan, je dois chercher, et c'est difficile à trouver, des équivalents de Pâques pour assurer la contenance. Le holding. J'aime mieux ces termes évidemment que contention. Et là, je pense que j'ai pas trop mis de polémique dans ce que j'allais vous dire maintenant. Mais c'est vrai que le terme contention fait peur. Alors que nous savons, les thérapeutes, que les patients ont besoin d'être tenus. Holding. Et alors, contention, contenant, il y a là toute une chose qu'on peut peut-être rediscuter. Alors, j'ai aussi des patients qui sont particulièrement régressés et je me demande comment les contenir, les porter dans les moments de régression. Alors, je pense parfois que le contact corporel avec le divan représente quelque chose d'un Pâques, dans le dos au moins. Et puis le climat peut éventuellement avoir quelque chose de contenant dans la façon dont j'organise l'accueil de mes patients dans mon cabinet de psychanalyste. Mais évidemment, chose permise par le Pâques dans l'enveloppement, je ne peux ni ne dois prendre les patients dans mes bras. Et même si les patients sont en principe moins régressés que ceux qu'on voit dans les institutions, en particulier à l'hôpital, et qu'ils peuvent ressortir de leur état de régression à la fin de la séance, parce que sans ça, on ne peut pas faire une analyse ou une thérapie. Si on n'arrive pas un minimum à ressortir de l'état de régression dans lequel on peut entrer dans les cures et dans les thérapies, l'écoute, donc mon écoute, doit avoir une fonction contenante.
Un autre élément que je peux éventuellement utiliser comme psychanalyste, c'est que je continue de m'intéresser, d'écouter le corps de mes patients, même dans la psychanalyse réputée cure de parole. Voilà, ça c'était un des éléments. L'acceptation de la régression, du point de vue pratique, c'est peut-être un peu cette question, on y revient. Le PAC peut susciter des illusions chez nous, thérapeutes et soignants. Par exemple, et ça va être un ou deux éléments que je vais mettre alors qui contrebalancent un tout petit peu ce que je vous ai dit avec enthousiasme sur le holding, les phénomènes transitionnels, c'est que l'utilisation de la métaphore mère-enfant, elle est quand même de temps en temps un peu problématique. Ça veut dire qu'on ne peut pas être trop dans l'illusion que nos patients sont des bébés, par exemple. Ça ne va pas tellement. Et puis, bon, ça peut donner différents problèmes. Là, j'en ai peut-être évoqué un ou deux dans ce que je vous montre. On pourrait, si on se sent trop la bonne mère, pratiquant le bon holding, vouloir que le patient guérisse. Une pression pour que le patient guérisse, et si possible, vite. D'autre part, est-ce que nous pouvons vraiment éviter d'entrer en compétition avec les vrais parents dans les soins psychiatriques, surtout quand on a l'occasion de les rencontrer et qu'on porte un jugement pas toujours extrêmement favorable sur eux et qu'on se dit, ben nous on va faire mieux quand même, parce qu'on est des bons thérapeutes. Donc, ça c'est un obstacle aussi. Et puis, un dernier point, ce serait, est-ce que nous sommes suffisamment au clair avec le fait que les patients, nos patients, ont besoin assez souvent d'aller plus mal pour pouvoir aller mieux? C'est-à-dire que la péjoration fait partie des soins. Bon, ça c'est tout un programme, hein, ce que je vous annonce là, mais pour ceux qui ont déjà réfléchi à ces questions, je pense que vous arrivez à me suivre. Bon, au niveau de la théorie, un peu rapidement, sans entrer, je n'entre pas dans des considérations théoriques trop compliquées, mais il faut retenir quand même que l'intégration psychosomatique est une chose importante et que le holding et le handling suffisamment bons sont les conditions de l'intégration psychosomatique et la condition du développement du vrai self. Dans la thérapie, c'est quelque chose qui est important pour remettre en mouvement les aspects gelés, clivés, non symbolisés, et pour renoncer au faux self. Alors, de nouveau, là, je vous mets les choses positives d'abord, puis les choses négatives ensuite. On peut faire une critique. On peut faire un peu une critique, si on veut. On pourrait dire que... Alors ça concerne trop de Winnicott nuit. Et puis, le deuxième, c'est pas assez de Winnicott. Nuit aussi. Alors, c'est pas la nuit et le jour, hein. C'est la nuisance. Mais j'ai quand même pensé que je pensais au rêve en écrivant ça. Un certain nombre, peut-être moi aussi, je ne sais pas, un certain nombre d'entre vous sont peut-être trop winnicottiens. Ça veut dire qu'on utilise sa terminologie avec une trop grande facilité, comme si c'était simple, hein. Il suffit de porter un patient, par exemple on l'enveloppe dans le pack, on fait du holding, on va faire du holding avec ce patient, et puis il va guérir. Tout va bien se passer. On va entrer dans l'ère d'illusion, puis on jouera avec lui. Mais ça veut dire quoi exactement, tous ces termes qui sont très précieux, auxquels on peut se référer, mais en même temps, il y a eu, peut-être que vous n'êtes pas guetté par ça, mais il y a eu une banalisation un peu aussi des idées de Winnicott, auxquelles j'ai peut-être participé, moi, en écrivant ma thèse. C'était le moment où on découvrait Winnicott dans les pays francophones. C'était magnifique, on était très contents. Et puis, il y a peut-être un enthousiasme qui fait que on a pensé qu'il suffisait de jouer avec les patients pour qu'ils guérissent, et puis là, franchement, c'est un raccourci qui ne va pas du tout.
Et voilà. Mais on n'empêche qu'ils ont besoin d'être portés quand même, mais il faut bien qu'on continue de réfléchir, et je pense qu'une journée comme celle d'aujourd'hui, elle contribue à ça, qu'on continue de réfléchir à ce que ça veut dire. Et puis, alors, pas assez de Winnicott, c'est dans l'autre sens. Alors là, moi, je l'ai trouvé dans d'autres cercles moins institutionnels, c'est-à-dire des cercles plus psychanalytiques, par exemple, où les psychanalystes ne font pas un geste. Ils sont un peu comme des murs. Et alors, on se dit, et alors, le holding, là, il est où? Et peut-être que là, une petite référence supplémentaire à Winnicott pourrait être utile. Et puis, est-ce qu'on écoute encore suffisamment le corps dans les cures psychanalytiques, justement, où on pourrait être fasciné par le langage, comme certaines écoles psychanalytiques. Et là, je m'arrête tout de suite, je ne vais pas entrer dans une polémique. Je ne désigne personne. Alors, la métaphore des soins maternels, j'arrive au bout là, évidemment, nous sommes comme la mère, mais en même temps, c'est pas comme la mère. Comme la mère, c'est qu'il y a une importance à ce que notre intérêt, notre préoccupation pour nos patients soit sincère, et qu'elle nécessite du tact et de la patience, et qu'on doit aller à la rencontre des besoins du patient. Et ça, c'est très important. Mais, alors, en revanche, il ne faut pas tomber dans l'illusion que nous ne sommes pas la vraie mère. Et que la métaphore des soins maternels n'est pas applicable directement. Le dévouement sans limite n'est pas suffisamment bon. Il veut être tout bon ou trop bon. Donc, là, il y a de nouveau un écueil dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure. L'environnement des soins est primordial, le thérapeute en est responsable, nous sommes responsables de l'environnement que nous proposons à nos patients, et les aménagements physiques en font partie. Alors par exemple, je pense qu'un beau bâtiment comme ici, avec la réflexion qui a été faite, ça peut contribuer à ce que nous, les soignants, nous réfléchissions bien, et que nous puissions ensuite bien nous occuper de nos patients. Avec ça, on n'a pas beaucoup parlé du négatif, et je le mentionne à la fin pour pas que vous pensiez que je l'oublie, c'est-à-dire des éléments plus négatifs, et ça aussi Winnicott nous a aidé à avancer, c'est le premier qui a parlé de la haine dans le compte transfert, c'est-à-dire pas seulement de la destructivité du patient, mais du sentiment qui peut émerger chez le thérapeute qui s'occupe de son patient, et puis chez les parents qui s'occupent de leurs enfants. Donc on est bien d'accord que c'est en corrélation. Là je passe l'utilisation de l'objet simplement pour dire que ça va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier la question de la destructivité. Et évidemment qu'elle est pas toujours très facile à traiter dans un environnement comme le PAC, et on est plutôt en train de l'envelopper que d'utiliser des modes de confrontation. Dans un PAC, je pense qu'il est assez difficile, de temps en temps on est amené à le faire, mais là tout à coup je repense à certaines cures de PAC, il est assez difficile de confronter un patient. Peut-être que là, d'autres settings sont plus adaptés pour ça. Donc, tout est encore un peu plus compliqué. Les soins du psychisme par le corps n'ont pas encore fini de nous faire réfléchir. Les diverses théories psychosomatiques sont là pour nous le démontrer. Je ne vais pas compliquer les choses. Mais évidemment qu'à part Winnicott, il y en a d'autres. Il y a au moins une que vous connaissez aussi bien, probablement c'est le moi-peau d'Anzieux, qui est une autre manière de comprendre, ou bien le contenant-contenu et l'alphabétisation. Comment se débarrasser des éléments toxiques en les transformant de bions. J'ai fait une allusion tout à l'heure aux attaques contre la contention en général et la psychanalyse, mais ce n'est pas vraiment mon sujet d'aujourd'hui. Donc, je laisse. Là, j'avais un patient dont j'aurais pu parler, mais je vais plutôt ouvrir sur la discussion. Et je vous remercie de votre attention.